Jérusalem, nous sommes en ligne avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel Bokartov, on va commencer ce journal, comme chaque matin d'ailleurs, par un point sécuritaire. Oui, effectivement, 5 soldats israéliens ont été blessés hier soir au sud Liban par des tirs de roquettes du Hezbollah. L'un d'eux a été grièvement atteint, 4 autres ont été plus légèrement touchés. Ils ont tous été hospitalisés, leurs familles ont été prévenues. Durant la nuit, le Hezbollah a repris ses tirs en direction du territoire israélien. Il y a eu plusieurs alertes dans les localités du nord avec des menaces d'infiltration de drones ennemis, mais il n'y a pas eu, fort heureusement, de blessés. Et puis hier, des rumeurs ont circulé sur l'imminence d'un cessez-le-feu également au Liban. Oui, même si dans le cas précis, il n'y a pas de fumée sans feu, si l'on peut dire, il semble être encore prématuré pour annoncer un tel cessez-le-feu. Tsahal affirme n'avoir reçu aucune information sur un éventuel cessez-le-feu au nord d'Israël, mais le chef d'état-major, le général Eyal Zamir, a affirmé que l'armée poursuivait ses objectifs militaires. Les Américains poussent actuellement Israël à accepter justement un cessez-le-feu au Liban. Il semble que Washington voudrait que parallèlement à la conclusion d'un accord avec les Iraniens, Israël accepte aussi de cesser les hostilités dans le nord du pays. Et puis, dans ce contexte, un développement important. Il y a quelques heures, le président Trump a annoncé qu'une conversation téléphonique aura lieu aujourd'hui entre les leaders israéliens et libanais. Il pourrait s'agir d'une conversation entre le président Aoun et Binyamin Netanyahou, ce qui serait tout à fait exceptionnel. Dans son intervention hier télévisée, le Premier ministre Netanyahou n'a pas évoqué de cessez-le-feu au Liban. Il s'est borné à déclarer que la localité de Bin Jebel était sur le point de tomber. Et puis Tsahal a posé 3 conditions sine qua non à un accord avec le Liban. Oui, première condition, la mise en place effective de la zone de sécurité au sud Liban, au sud du Litani. Dans cette zone, il ne pourra y avoir le moindre terroriste du Hezbollah. Seconde condition, Tsahal disposera d'une liberté d'action totale non seulement en deçà du Litani, mais aussi au-dessus du fleuve, si le besoin s'en faisait sentir. Enfin, Tsahal réclame l'enclenchement d'un processus de désarmement du Hezbollah par l'armée libanaise sous le contrôle des Américains. Et à Beyrouth, on fait montre d'un certain optimisme à propos d'un cessez-le-feu en tout cas. Oui, on parle d'un cessez-le-feu d'une semaine qui permettrait la tenue la semaine prochaine d'une nouvelle rencontre israélo-libanaise. Cette rencontre deviendrait alors le point de départ officiel des pourparlers entre les deux pays. Au sein du camp libanais opposé au Hezbollah, on craint que les pourparlers avec Israël ne conduisent le mouvement chiite à tenter de provoquer un coup d'État contre le président Joseph Aoun et contre le Premier ministre Salah. Sur le front iranien, Washington a démenti des rumeurs sur une prolongation du cessez-le-feu avec l'Iran. Oui, c'est la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, qui l'a annoncé hier. Par contre, après avoir claqué la porte des pourparlers en début de semaine, les Américains ont confirmé que ceux-ci allaient reprendre probablement dans les 48 prochaines heures. Et Leavitt s'est dite optimiste quant aux chances de parvenir à un accord irano-américain. Ceci étant, l'Iran pourrait autoriser les cargos à circuler librement dans la partie omanaise du détroit d'Ormuz. Il s'agirait là d'un des acquis des pourparlers qui se sont tenus donc en début de semaine entre Washington et Téhéran. Hier, Benyamin Netanyahou s'est dit prêt, lui, à une reprise de la guerre avec l'Iran. Oui, le Premier ministre a déclaré que l'État d'Israël se préparait à une possible reprise du conflit avec l'Iran, et ce tout en continuant à combattre au sud Liban et même à mener parallèlement des pourparlers donc avec les Libanais. Selon le Premier ministre qui s'est exprimé dans une vidéo, nos amis américains nous tiennent régulièrement informés de leurs contacts avec l'Iran et nos objectifs sont alignés. Nous sommes prêts à toutes les éventualités. À propos des pourparlers avec le Liban, M. Netanyahou a révélé que plusieurs pays de la région s'étaient rapprochés d'Israël au cours des dernières semaines. Et puis on a une nette tension diplomatique, on en parlait, entre la France et Israël. Oui, une tension qui résulte cette fois des déclarations faites avant-hier par l'ambassadeur d'Israël à Washington, Yehiel Leitner. Leitner avait clairement affirmé que la France n'avait pas sa place dans les pourparlers actuels entre Israël et le Liban. Ces propos ont fâché le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui d'une part a salué la tenue d'un dialogue entre Israël et le Liban, mais de l'autre a suggéré à l'ambassadeur américain de s'éloigner, a-t-il dit, des micros et des caméras de télévision. Et puis Benyamin Netanyahou a téléphoné hier au nouveau Premier ministre hongrois, Péter Magyar. Oui, le Premier ministre israélien a félicité Magyar pour sa victoire sur Viktor Orbán et il a exprimé sa volonté de voir les relations entre Israël et la Hongrie se consolider, des relations qu'il a qualifiées de chaleureuses. De son côté, Magyar a exprimé le souhait de poursuivre la coopération bilatérale et une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays devrait intervenir prochainement.
Et puis pour terminer, la Cour suprême a débattu de la position de la conseillère juridique du gouvernement en faveur d'un limogeage d'Itamar Ben-Gvir. Oui, ce sont 9 juges de la Cour suprême qui se sont réunis hier pour débattre de cette demande. La séance a duré 10 heures. Elle a été particulièrement tendue. À l'issue des travaux, la Cour a demandé à la conseillère juridique du gouvernement, Galit Barab-Miara, au Premier ministre et à Itamar Ben-Gvir de tenter de trouver ensemble un accord définissant les prérogatives que Ben-Gvir ne pourra pas dépasser, surtout dans sa relation avec la police. Page météo pour compléter ce premier journal. Attention, le temps est ensoleillé mais est extrêmement chaud. Il fera aujourd'hui 29 degrés à Jérusalem, à Tel Aviv, à Ashdod, 30 degrés à Netanya, 33 à Haïfa et 32 degrés à Eilat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Philippe Koskas. Philippe, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Alors vous êtes un peu notre expert en Cour suprême et hier s'est déroulée à la Cour suprême une séance particulièrement importante avec 9 juges, un aéropage de 9 juges, ce qui signifie bien l'importance de la démarche puisqu'il était question de la requête, on va dire, de la conseillère juridique du gouvernement, Galit Barab-Miara, de limoger le ministre de la Sécurité nationale, on va être très précis, de le limoger, de lui faire quitter son poste de ministre de la Sécurité nationale, pas obligatoirement de le renvoyer du gouvernement. C'est dans sa clémence ce qu'elle a apparemment décidé, parce que Itamar Ben-Gvir avait outrepassé ses fonctions et s'était immiscé, on va dire, dans l'action de la police, en particulier dans les enquêtes de la police. Alors, 9 juges ont débattu de cette requête. Ça a duré 10 heures et on a du mal à voir un peu ce que les juges ont établi. Ce que la presse dit ce matin, c'est elle a renvoyé, on va dire, dos à dos la conseillère juridique du gouvernement, Netanyahou et Itamar Ben-Gvir, afin qu'ils débattent ensemble et qu'ils arrivent ensemble à trouver une sorte de dénominateur commun qui permettrait de maintenir un statu quo, au moins jusqu'aux prochaines élections. Expliquez-nous d'abord, qu'est-ce que l'on peut retenir de cette séance ? Quelle a été la position des juges et quelle a été, on va dire, la défense d'Itamar Ben-Gvir, de l'avocat d'Itamar Ben-Gvir, que l'on a beaucoup vu hier plaider. Faites-nous le clair sur ce qui s'est passé hier. Bien écoutez, comme vous l'avez dit, il y a eu quand même 10 heures d'audience, donc c'est une audience fleuve, et 9 juges de la Cour suprême, donc c'est une des... j'allais dire que le président de la Cour suprême peut décider, lorsqu'il y a un sujet de principe, de ne pas juger comme d'habitude à 3 juges, mais la Cour suprême peut se réunir sous une autre composition, ça peut être de 5 juges, de 7 juges, là hier c'était de 9 juges, donc on a pu voir a priori, ce qui veut souligner l'importance auprès de la Cour suprême de ces décisions, de cette décision. Je dois dire que cette décision, vous savez, la Cour suprême ne décide pas en 24 heures, je crois qu'on ne peut pas s'attendre, je vous donne le cadre, j'essaye de tracer le cadre au niveau temporel. On ne peut pas ça. Moi, je crois qu'avant les prochaines élections, la Cour suprême ne donnera pas d'arrêt pour limoger ou ne pas limoger Itamar Ben-Gvir. Ce sont des dossiers qui prennent du temps. En plus, il y a 9 juges, donc il risque peut-être avoir 9 opinions différentes. Donc, ça me paraît absolument impossible que dans les 24 heures, 48 heures, 1 mois, 2 mois, la Cour suprême puisse prendre une décision sur le sujet. Mais il y aura une décision de principe qui sera importante, qui sera prise. Ça, c'est sûr. Autre chose, que la Cour suprême renvoie dos à dos 2 institutions, qui sont donc la conseillère juridique du gouvernement d'une part, et le ministre en cause, c'est tout à fait classique, dans le sens où, évidemment, quand la Cour suprême, c'est la politique de la Cour suprême, d'ailleurs la politique judiciaire en général, quand la Cour suprême peut faire arriver à ce que les parties arrivent à un compromis, elle le fait. Quand elle peut éviter de décider, elle ne décide pas. Donc si vous voulez, tout à fait, il ne faut pas tout à fait... ça ne veut rien dire. Alors justement, est-ce que ça veut peut-être dire aussi que la Cour suprême a compris qu'elle ne devait pas trop rentrer profondément dans ce dossier parce qu'elle risquait d'être accusée de politisation, de s'immiscer dans des projets, dans des affaires qui sont purement les affaires de l'exécutif ? Alors,
Ça veut pas dire ça, non, parce que quand il y a toujours je vous dis, dans n'importe quel sujet, dans n'importe quel débat, et je vais vous dire même sincèrement, dans des conflits même civils, les juges ont pour tendance à toujours dire, écoutez, c'est de vous arranger, voilà, vous avez tel et tel problème, elle dit au requérant, vous avez tel et tel problème, elle dit au défendeur, vous avez tel et tel problème, essayez d'arranger, c'est tout à fait dans la culture, j'allais dire juridique israélienne, le compromis fait partie de quelque chose qui est tout à fait coutumier ici, d'autant plus entre deux institutions, hein, donc on parle quand même de deux institutions qui permettent l'avancement et le bon fonctionnement de l'État. Donc moi, j'aurais pas dit ça. Maintenant que vous dites aussi quelque chose sur lequel je suis absolument d'accord, et ça c'est la politique de la Cour suprême depuis la création de l'Israël. Elle évite, mais elle évite quand elle peut éviter de s'immiscer, elle ne s'immisce pas. Et alors il y a eu des cours suprêmes qui étaient plus frileuses, un peu moins frileuses, mais a priori, c'est pas la Cour suprême qui se saisit de ces dossiers. On l'a saisie. Donc au bout d'un moment, si vous voulez, elle est prise, entre le marteau et l'enclume, entre sa tendance à ne pas vouloir s'immiscer d'une part, mais d'autre côté, sa tendance à vouloir décider en droit d'autre part. Donc si vous voulez, c'est toujours, la politique judiciaire de savoir quand est-ce qu'on donne un arrêt ou on donne pas un arrêt. Sur le fond, est-ce qu'il y a eu des précédents dans l'histoire? Il en a été question, je crois, hier dans le débat, de la Cour suprême qui s'immisce dans une décision de limoger un ministre ou pas? Avant de répondre à votre question, je voudrais faire un petit zoom out. En fait, en 10 heures de débat, il a été abordé deux types de questions. La première question, et c'est ça que vous avez entendu sûrement l'avocat d'Itamar Ben-Gvir, en disant au juge, vous n'avez pas compétence de trancher. En fait, il a joué un petit peu, j'allais dire, si on peut en parler, à la Vergès. Dans le sens où Vergès allait défendre des délinquants, ou des criminels, même c'est plus que des délinquants, et il disait au juge, vous n'avez pas la compétence de trancher ce terroriste, parce que souvent c'était des terroristes. Et ben c'est un petit peu la stratégie qui avait été faite par l'avocat de Itamar Ben-Gvir. Toute proportion gardée, bien entendu. Oui, bien entendu, vous avez bien compris mon cynisme. Donc bien sûr. Et il disait au juge, vous n'avez pas compétence de trancher parce que Itamar Ben-Gvir a été élu démocratiquement et j'allais dire la majorité derrière lui l'avocat, puisque moi je représente un élu et pas derrière vous parce que vous n'avez pas été élu. Alors évidemment là-dessus c'est une grosse question. Enfin, c'est pas une grosse question d'ailleurs juridique parce que la réponse est tout à fait claire. La Cour suprême depuis 48 s'est prononcée plusieurs fois dans des cas où elle a contraint un gouvernement à limoger des ministres. Donc là-dessus, elle a la compétence de le faire, ou elle s'est octroyée la compétence de le faire. Non, mais et si l'exécutif... Alors justement, oui, c'est-à-dire, mais c'était pas des cas semblables. Je crois que avoir entendu hier le juge Yitzhak Amit qui disait il y a des catégories, on va dire, de décrets de la Cour suprême en fonction de certaines situations. Par exemple, il y a le fameux cas Pinchasi qui a au cours duquel la Cour suprême a forcé le gouvernement à limoger un ministre du parti Chasse parce qu'il était impliqué, je crois, dans des affaires de corruption, si je ne m'abuse. De corruption. Même d'Eri. Mais là, ils avaient été jugés par la justice. Là, Itamar Ben-Gvir, la requête de la conseillère, c'est sur la base on va dire, de sentiments ou sur la base de preuves qui lui ont été amenées par ses services. Et il n'y a pas eu de condamnation, il n'y a pas eu d'inculpation d'Itamar Ben-Gvir. C'est différent. Alors oui, mais attendez, là on parle de la compétence. Donc ça veut bien dire que la Cour suprême a la compétence de demander le limogeage d'un ministre. C'est-à-dire que là, vous parlez d'un autre niveau. Oui. Là, on va parler au seuil de la compétence. Donc, je disais que moi, ça me paraissait évident, j'allais dire, c'est un cours de droit de base, que la Cour suprême a la compétence de vérifier qu'est-ce qui se passe au sein des ministres du gouvernement, parce que ce sont des ministres du gouvernement qui sont censés représenter le peuple israélien, donc ils ont le droit, et elle a le droit de limoger. Alors là, vous me parlez dans quelles conditions? Ça, c'est autre chose. Vous avez absolument raison que sur le fond, par exemple, l'affaire de Deri Pinchasi, c'était les fameuses jurisprudences qui ont été dites. Dès qu'un ministre est inculpé, alors à ce moment-là, il doit démissionner. Et d'ailleurs, j'allais dire, il y a même la jurisprudence Benjamin Netanyahou, disant que dès qu'il y a un premier ministre qui est inculpé ou un candidat premier ministre qui est inculpé,
eh ben, il n'a pas l'obligation de démissionner. Donc, si vous voulez, tout ça, ça prouve quoi? Ça prouve bien que le tribunal a bien la compétence de trancher. Maintenant, sur le fond, en effet, ce problème, sur le fond, l'affaire de Itamar Ben-Gvir est extrêmement compliquée. Parce qu'en effet, la Cour suprême n'est pas comme un tribunal normal. Elle ne va pas auditionner des témoins, elle ne va pas pour pouvoir trancher des faits, si vous voulez, elle a de vrais problèmes. Pas dans un tribunal normal, c'est les témoins qui apportent les faits, ils sont interrogés, ils sont contre-interrogés, la Cour suprême ne le fait pas. Donc si vous voulez, vous avez absolument raison. Moi je pense que sur le fond, je ne suis pas sûr que, même si elle est compétente, je ne suis pas sûr qu'elle va intervenir sur le fond du dossier. Oui. Bien que Itamar Ben-Gvir a été suffisamment imprudent pour lui-même déclarer, parce qu'on sait bien que c'est un ministre qui est haut et en couleur, lui-même déclarer des choses et faire des déclarations qui sont a priori illégales, a priori portent atteinte à l'indépendance de la police, plutôt, excusez-moi, oui. Et a priori, d'ailleurs, il se vante de s'immiscer dans les opérations de police, chose qui lui est interdite. Donc, si vous voulez, j'allais dire, au niveau des preuves, oui. Il va dans le sens du procureur, dans le sens où il va lui-même, j'allais dire, porter les preuves à sa charge. Oui, alors je le comprends bien. On a parlé, les juges ont parlé de politisation de certaines institutions, comme la police, qui risquerait effectivement d'être teintée de couleur politique si le ministre de la Sécurité nationale s'y immisçait un peu trop. Mais est-ce que, on va dire, il n'y a pas ici une forme d'hypocrisie de la part des juges, parce que là encore, les juges de la Cour suprême, on en a parlé la semaine dernière avec le décret qui avait été signé Shabbat permettant la manifestation contre le gouvernement avec 600 personnes alors qu'il y avait des restrictions imposées. Les juges eux-mêmes peuvent être qualifiés de politisés. Oui, d'abord, premièrement, ils ne se sont pas prononcés hier. Oui, ils ne sont pas hier, les juges. Non, vous avez eu des avis. Il y a eu des juges, sur les 9 juges, il y a eu des avis qui sont différents d'ailleurs. Hein. Moi j'ai pas écouté les 10 heures, mais enfin j'ai écouté une grande partie des débats. Vous voyez très bien les différences. Il y a la différence qui existe entre le juge Stein, le juge Stolberg. Ils ont d'abord, la Cour suprême hier n'a fait qu'entendre et a fait, j'allais dire, de confronter les avocats aux propres problématiques de leur propre dossier. Donc, si vous voulez, a priori, ça, vous pourrez peut-être critiquer l'arrêt de la Cour suprême lorsqu'il sera édicté. Oui. Aujourd'hui, on n'est pas dans le stade de le faire. Maintenant, il est tout à fait clair que selon la loi, un ministre, si vous voulez, les tâches sont extrêmement bien réparties. Un ministre est là pour donner la politique générale de son ministère, mais il n'est pas là pour exécuter, pour faire l'exécution et pour dire comment le directeur général du cabinet, ou alors le directeur général de la police, ou alors le chef d'état-major doit faire techniquement. Si vous voulez, c'est pas au ministre de pouvoir promouvoir tel ou tel officier. Il ne rentre pas dans les détails techniques. C'est ça ce qu'on appelle l'indépendance de la police. Pour éviter qu'une police soit une police judiciaire, une politique, pour éviter ça, pour éviter qu'une police devienne une milice d'un ministre, et ça c'est depuis la création de l'État d'Israël, la police est défendue par le directeur général de la police, le MafkalAmishtara, je ne sais pas comment exactement la traduction exacte du terme, et ce Mafkal a une indépendance par rapport à son supérieur hiérarchique. Oui. Alors, il doit écouter évidemment sa politique générale. Il est nommé par le ministre, mais à partir du moment où il est nommé, c'est lui qui est en charge, j'allais dire, de tout ce qui est au niveau technique. On a parlé, par exemple, au niveau de la promotion de tel et tel officier. Et donc, un ministre ne doit pas faire une ingérence au sein de l'indépendance de cette institution. Et c'est ce qui lui est reproché, d'ailleurs.
Eh bien, on a bien compris. On va attendre le verdict de la Cour suprême. Vous semblez nous dire que ça va pas être de sitôt et que ça sera probablement après les élections, lorsque Itamar Ben-Gvir ne sera peut-être plus ministre de la Sécurité nationale. En tout cas, merci beaucoup, maître Philippe Koskas, de nous avoir éclairé donc sur ce dossier assez complexe, il faut bien l'avouer, mais qui nous ramène aux relations très tendues entre le pouvoir exécutif et le pouvoir juridique en Israël. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée, Daniel. Bonne journée. Et ce matin, le Israël Hayom fait état, encore une fois, d'une forme de dualité dans la position actuelle d'Israël au Liban. D'un côté, l'État d'Israël est en train de promouvoir un accord avec le pays du Cèdre, un accord qui pourrait être précédé par un cessez-le-feu, mais de l'autre, Tsahal affirme être prête à une escalade de la violence au sud Liban. Et pour illustrer cette dualité, le journal nous montre une photo du chef d'état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, au sud Liban hier avec quelques-uns des généraux de l'état-major. Le Israël Hayom annonce que le second round des pourparlers israélo-libanais devrait se tenir la semaine prochaine et d'ici là, les combats au sud Liban devraient baisser d'intensité. En marge, le journal indique que les négociations entre les États-Unis et l'Iran cette fois vont reprendre et qu'il pourrait y avoir une prolongation dans le cessez-feu de 2 semaines, ce qui n'est pas confirmé à Washington. Le Yediot Aharonot pose en titre supérieur dans sa première page les conditions d'Israël pour un cessez-le-feu au Liban. Parmi ces conditions, l'armée israélienne réclame officiellement la création donc d'une zone tampon entre le territoire israélien sous contrôle donc de l'État d'Israël, entre le territoire israélien et la zone sous contrôle du Hezbollah au nord du Litani. Une liberté d'action militaire absolue dans cette zone, donc cette zone tampon, et le contrôle américain également du processus de désarmement du Hezbollah. Ce sont les 3 conditions posées par l'armée israélienne et selon un haut fonctionnaire qui est impliqué actuellement dans les pourparlers, il n'est pas impossible que Donald Trump force Benyamin Netanyahou à faire un lien entre le cessez-le-feu américain avec l'Iran et le cessez-le-feu israélien avec le Hezbollah. Le Israël Hayom avance quasiment les mêmes conditions dans l'analyse de Danny Zaken en page 4 de son édition de ce matin. Et en page 4 et 5 du Yediot Aharonot, Itamar Eichner affûte le dossier libanais et pose plusieurs questions clés pour mieux le cerner. Parmi ces questions, quels sont les points de litige actuels entre Israël et le Liban ? Y a-t-il une possibilité pour que les deux pays parviennent à un véritable accord de paix ? Et sinon, à quoi s'attendre ? Et puis une question clé d'Itamar Eichner, est-ce que le gouvernement libanais a aujourd'hui la capacité de mettre en application les termes d'un accord de paix avec Israël, c'est-à-dire d'imposer des décisions au Hezbollah ? Et est-ce qu'il s'agit là d'une démarche historique ou bien d'un simple épisode passager sans lendemain ? Dans cette analyse, Itamar Eichner avance également plusieurs réponses à ces questions importantes. Shahar Kleiman a interrogé dans le Israël Hayom un chercheur libanais célèbre qui commente la situation. Il s'appelle Hussein Abdul Hussein et celui-ci salue d'abord la tenue des pourparlers directs entre Israël et le Liban. C'est fantastique, dit-il, et il explique que si l'armée libanaise ne parvient pas à désarmer le Hezbollah, eh bien c'est avant tout parce que de nombreux officiers de cette armée sont chiites et inféodés au mouvement terroriste. Il se dit persuadé que si Khamenei et Nasrallah étaient encore en vie, jamais ils n'auraient permis la tenue de ces pourparlers. Et ce chercheur met également en garde, attention, lorsque la guerre sera terminée, le mouvement chiite tentera de prendre le contrôle du pouvoir à Beyrouth. Rami Simani dans le Yediot Aharonot a une certitude, le régime iranien va s'effondrer. Selon lui, le régime des mollahs est actuellement comme un poulet à qui on a coupé la tête mais qui continue à courir quelques mètres encore. Les Iraniens n'ont plus d'armée, ils n'ont plus d'économie, ils n'ont plus vraiment de pays et ils agonisent. Les ayatollahs ne boivent pas d'alcool mais ils sont ivres d'autosuffisance et en ce sens le régime iranien est pire que celui des nazis, écrit Rami Simani dans le Yediot Aharonot de ce matin. Les quotidiens et les sites d'information se penchent avec insistance ce matin sur le débat houleux d'hier à la Cour suprême sur le sort du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir. Le Yediot Aharonot consacre d'ailleurs ce matin sa manchette à ce débat, d'abord avec une photo de Ben-Gvir hier à l'entrée de la Cour suprême, accusant les juges de cette cour de s'immiscer dans un dossier qui ne les concerne pas et se faisant de politiser la Cour suprême. Le Yediot Aharonot titre « Entre la tempête et un compromis ». C'est en effet le
Le verdict des 9 juges qui ont renvoyé la conseillère juridique Galit Barav Miara, Binyamin Netanyahou et Ben Gvir faire leur devoir et trouver ou tenter de trouver un terrain d'entente qui limiterait l'ingérence du ministre dans les décisions et enquêtes de la police. Les juges ont interpellé les avocats de la conseillère juridique qui est à l'origine de cette démarche et qui a pour objectif de chasser Itamar Ben-Gvir du ministère de la Sécurité nationale en reconnaissant que le limogeage d'un ministre par la Cour suprême serait une mesure sans précédent. Le Israël Hayom critique d'ailleurs la démarche de la conseillère Barav Miara et affirme qu'en conduisant Itamar Ben-Gvir devant la Cour suprême, elle lui a fait la moitié de sa campagne électorale. Et puis ce matin dans le Israël Hayom, une déclaration intéressante de l'ex-ministre et ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot. Eisenkot, qui a pris la tête du parti Yachar, a déclaré hier que l'un de ses objectifs, s'il devenait Premier ministre, serait de faire monter en Israël pas moins de 2 millions d'olim jusqu'en 2048, c'est-à-dire pour le centenaire de l'État d'Israël. 1 million d'olim d'ici les 10 prochaines années, 1 million supplémentaires d'ici 2048. Cette initiative a été présentée par une équipe d'experts qui propose des mesures assez séduisantes comme des réductions d'impôts pour ces olim potentiels. Et Eisenkot affirme ce matin: si nous faisons souffler l'espoir pour des centaines de milliers d'olim, eh bien ceux-ci monteront rapidement en Israël. Et puis pour terminer, la presse israélienne donne un coup de chapeau élogieux au basketteur israélien Dani Avdaya, un coup de chapeau mérité après la performance du basketteur lors de son dernier match de son équipe Portland face à Phoenix, un match que Portland a remporté 114-110, mais surtout au cours duquel Dani Avdaya a marqué 41 points et s'est imposé comme le véritable leader de l'équipe. Énorme titre ce matin en première page le Yediot Aharonot qui explique à ses lecteurs qu'en apportant aussi brillamment la victoire à son équipe, Avdaya est le premier Israélien à atteindre le stade des playoffs du championnat de basket américain. Et puis il y a tout de même encore une information importante puisque nous sommes jeudi et comme nous le faisons chaque jeudi, nous allons terminer cette revue de la presse en survolant la dernière édition d'Actu-J. En première page de cette édition d'Actu-J, le dossier principal consacré à la bataille d'Ormuz et aux efforts investis par les États-Unis pour empêcher l'Iran de contrôler ce verrou stratégique. Actu-J pose les questions clés sur la loi Yadan par ailleurs et par ailleurs également tente d'expliquer la victoire de Peter Magyar en Hongrie. Le journal dirige également ses projecteurs, si l'on peut dire ce matin, vers les deux célèbres metteurs en scène Nakash et Toledano à l'occasion de la sortie de leur dernier film Juste une illusion. C'est la fin de cette revue de la presse. Je vais vous faire une confidence. Comme tous les Israéliens, je ne raterai pour rien au monde le traditionnel barbecue, le fameux Alaesh de Yom HaAtzmaut. Mais il y a un autre rendez-vous, plus profond, que je ne manque jamais. C'est la cérémonie des flambeaux du Mont Herzl, au Mont Herzl. Le Mont Herzl, c'est bien plus qu'une colline à Jérusalem. C'est un peu, si vous voulez, le panthéon d'Israël, le lieu où reposent les pères de la nation, mais aussi tous ceux qui sont tombés pour elle. Un sommet où la mémoire du passé veille sur l'avenir du pays. Et c'est précisément là que se déroule le soir de Yom HaAtzmaut, ce qui fait qu'Israël n'est décidément pas un État comme les autres. Connaissez-vous un autre pays où on célèbre la fête nationale, non pas seulement par un défilé militaire ou par des feux d'artifice, mais en mettant à l'honneur les forces anonymes de la nation, les hommes et des femmes qui sont le véritable tissu social de notre nation. Cette soirée, qui a été instituée par la Knesset en 1950, est la cérémonie du peuple. Elle est présidée par le président de la Knesset et aucun membre du gouvernement n'y prend la parole. Le micro appartient aux citoyens. Ce qui est bouleversant chaque année, c'est le moment de bascule. La cérémonie commence à l'instant même où le recueillement et le deuil de Yom HaZikaron laissent place aux festivités de l'indépendance. En quelques secondes, on passe de la tristesse à la vie. Une transition qui montre à quel point ces deux journées sont intimement liées et dépendent fondamentalement l'une de l'autre. Alors ce soir-là, entre numéros artistiques, mais aussi bien sûr défilés militaires, le clou du spectacle, c'est l'allumage des flambeaux. 12 flambeaux pour les 12 tribus d'Israël. Chaque flamme est allumée par une personne qui a été choisie par un comité pour sa contribution exceptionnelle à l'État d'Israël ou au monde juif. Cela peut être des héros militaires, des héros civils, des figures culturelles, des citoyens engagés, des gens simples en apparence, mais d'une richesse intérieure immense.
et qui représente au final tout ce qu'il y a de beau et tout ce qu'il y a de fort dans notre société. Et il y a ce rituel qui nous donne des frissons à chaque fois. Avant d'approcher la flamme, chaque porteur de flambeau se présente selon un schéma immuable. Qu'il ait 20 ans ou qu'il ait 90 ans, il commence par dire de qui il est le fils ou la fille. Il nomme son père, il nomme sa mère, une manière de se rattacher à ses racines, à cette longue chaîne du peuple juif sur laquelle l'État d'Israël s'est construit. Puis, la voix souvent étranglée par l'émotion, il lance le cri final, Letif Eret Medinat Israël, pour la gloire de l'État d'Israël. Et c'est à cet instant que l'on ressent que le peuple se présente dans toute la splendeur de la mosaïque qui le constitue. Et on réalise que malgré toutes nos nuances, nous sommes capables de faire nation. On ne se retrouve pas uniquement derrière des images de célébrités ou de gloire qui peuvent être éphémères, mais derrière des gestes, des actions du quotidien. Un dévouement sans borne pour l'autre qui resteront, eux, à jamais. C'est la conviction d'appartenir à un projet éternel qui nous dépasse tous et qui nous réunit tous. Chag Ha'atzmaut Sameach ou Letiferet Medinat Israël. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec Simon Pinto. Simon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous présente auprès de nos auditeurs. Vous êtes actionnaire de Carrefour International, président du groupe BFH. Et avec vous, je voudrais qu'on aborde un sujet qui va certainement intéresser, on va dire, nos auditeurs, les contribuables et consommateurs israéliens. Parce que, on va dire que vous participez dans le cadre de votre actionnariat avec Carrefour à une initiative qui est une initiative purement israélienne. Ça s'appelle le panier d'Israël. Alors vous allez essayer de nous expliquer tout de suite ce qu'est le panier Israël. Très bien. C'est un programme qui a été lancé à l'initiative du ministre Barkat, du ministre de l'économie, pour lutter contre la vie chère en Israël. Donc, il a été sélectionné 100 produits. Carrefour, dans le cadre de l'appel d'offres, il fallait absolument vendre une centaine de produits à prix coûtant. C'est ce qui a été fait. Donc, un panier qui était, avant l'opération, à 1700 shekels. Aujourd'hui, le même panier vaut 1098 shekels. Donc, ce qui veut dire qu'on a une économie de plus de 30%, une baisse. Et ce sont des produits que vous pouvez véritablement trouver. Ce ne sont pas des produits, c'est des produits que les consommateurs achètent tous les jours. C'est des produits presque de première nécessité, mais même pas seulement. Mais alors, je veux revenir à l'origine de cette initiative. Vous nous dites, c'est le ministre de l'économie et l'économie Nir Barkat qui a initié ce projet. L'objectif était de baisser le coût de la vie en Israël, en tout cas en particulier au niveau des produits alimentaires. Exactement, c'est d'essayer de créer et de retravailler sur toute la chaîne de valeur pour essayer de diminuer les coûts, aussi bien auprès des fournisseurs que des distributeurs. Donc il a lancé cet appel d'offres. En contrepartie, il y a un budget publicitaire qui a été alloué dans le cadre de cette opération. Pour le compte de Carrefour, pour les 6 prochains mois, c'est 25 millions de shekels d'actions publicitaires qui vont être financées par le ministère de l'économie. Et en contrepartie, il nous faut baisser les prix et de pouvoir les faire. Nous espérons que nos confrères en Israël ont refusé de participer à cette opération parce qu'ils ne voyaient pas quel est l'intérêt de pouvoir baisser les prix. Et c'est vrai que nous sommes dans une société toujours un peu protecteur où on veut conserver nos marges. Alors oui, parce que c'est une initiative, il faut le souligner. C'est-à-dire, vous le dites vous-même, il y a eu un appel d'offres. Mais en fait, toutes les grandes chaînes de supermarchés israéliens, comme celles qu'on connaît, par exemple Rami Levy, Supersal, Yohananov, n'ont pas voulu participer à cette initiative ? N'ont pas voulu participer parce qu'ils ont dit on n'a pas à répondre à cet appel d'offres, donc on a refusé. Mais aujourd'hui, ce qu'on a constaté, vous pouvez le constater à partir d'aujourd'hui, depuis le lancement de cette campagne, puisque le lancement officiel c'est aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de distributeurs commencer à réagir et à faire des actions, et ils ont, pour avoir discuté en off avec un certain nombre d'entre eux, ils ont regretté de ne pas avoir participé. Parce que ils ont refusé de participer, donc on va avoir une vertu sur cette action, c'est qu'on va faire diminuer, nous sommes certains, nos compétiteurs ont décidé, depuis notre lancement de cette campagne, ont décidé de réagir et ont commencé à baisser ces produits. Donc on voit bien que l'action qui était du ministre Barkat, à laquelle Carrefour a participé, a provoqué
une révolution au sein du marché pour essayer de faire diminuer les coûts, et c'était le but de l'opération. Qu'ils aient refusé de participer, c'est leur choix. Je pense, pour avoir discuté avec un certain nombre d'entre eux, ils regrettent d'ailleurs de ne pas avoir participé. Donc aujourd'hui, pour les consommateurs israéliens, les consommateurs francophones de votre antenne, ils peuvent aller constater d'eux-mêmes, aller sur les produits, ils constateront qu'ils ont plus de 113 produits, parce qu'au début, on était engagé sur 100 produits, mais nous avons souhaité étendre cette opération sur 113 produits. Alors, pour information, cette campagne ne se fait que sur 50 magasins, puisque l'appel d'offres, c'était pour 40 magasins, donc ils sont sur les magasins Hyper et les magasins Carrefour Market. Plus, nous avons rajouté pour un certain nombre de villes dans lesquelles nous n'avons pas d'hypermarché ou de market, mais nous avons des formats city, c'est-à-dire des petits formats, la possibilité de commander online pour essayer de pouvoir bénéficier de cette offre. Alors, c'est véritablement. Alors, quand on comprend l'objectif, finalement, Carrefour, c'est une société qui veut rentabiliser, bien entendu, et faire des bénéfices. Mais là, il y a une initiative véritablement sociale, avec une volonté, bien entendu, d'améliorer les conditions de vie de la population israélienne. Comment se fait-il que ce soit justement, on va dire presque le petit dernier des grandes surfaces, des grandes chaînes commerciales israéliennes qui ait répondu présent? Nous sommes peut-être le dernier, mais on est on est le troisième opérateur, puisqu'on a plus de 151 branches à ce jour sur le magasin israélien qui ont été ouvertes en moins de 2 ans sur tout le marché israélien. Donc pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Parce que ça a été un de nos objectifs, c'est de pouvoir faire en sorte que les prix puissent baisser en Israël. Nous-mêmes, on s'est retrouvés avec des difficultés pour pouvoir importer tout un certain nombre de produits, notamment pour la régulation. Comme vous le savez, et je pense que vous avez dû en parler par la suite, c'est que nous avons été à l'initiative d'une loi en Israël qui permettait de dire tout ce qui est bon pour l'Europe est bon pour Israël. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, Israël était le seul pays qui a imposé ses propres contraintes, ses propres lois, et donc qui surenchérissait le coût d'homologuer les produits qui étaient importés. Or, si vous avez des certificats qui sont valables aux États-Unis, qui sont valables en Europe, pourquoi est-ce qu'Israël va être plus royaliste que le roi? En fait, c'était pour protéger tout un certain nombre. Et ce que je peux vous dire, pour avoir discuté avec un certain nombre de ministres en Israël qui ont été à l'initiative et qui nous ont soutenus sur ce projet-là, ils ont fait l'objet de beaucoup de pressions de lobbying d'importateurs pour essayer de protéger leur monopole. Et depuis, vous pouvez constater qu'il y a beaucoup plus d'importations qui sont en Israël parce que la réglementation a été assouplie et a été allégée. Alors, une question, parce que, on va dire, les Israéliens, les consommateurs israéliens ont déjà aussi pas mal d'expérience dans la rivalité entre les différentes chaînes. Lorsque ces produits baissent, certains produits baissent, c'est le cas pour les 100 produits dont vous avez parlé qui formeront ce panier Israël, mais en général, par derrière, eh bien, on voit que les prix d'autres produits augmentent. Est-ce que ça risque d'être le cas aussi? Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes, et vous pouvez le constater, et vous allez pouvoir le constater, il n'y a eu aucune augmentation. Plus encore, il y a eu même des baisses sur un certain nombre d'autres produits, puisque par exemple, la viande ou les fruits ne sont pas dans la catégorie parce que c'est des prix qui sont dynamiques et il n'était pas possible de pouvoir les faire. Comme vous savez, les légumes, c'est les fruits et légumes, c'est un prix qui est avec un cours en fonction de la journée et qui ne sont pas les mêmes. On ne pouvait pas faire un prix fixe par rapport à ça. Mais ce que vous pouvez le constater, vous le constaterez de vous-même, qu'il n'y a eu aucune augmentation, plus encore quelques baisses sur beaucoup d'autres produits. C'est pas le but de prendre d'un côté et de le récupérer de l'autre. Ça, c'est pas le but. Notre objectif, nous, c'est de diminuer, mais en tant que chaîne aussi, c'est d'augmenter les flux dans nos magasins pour que le consommateur puisse venir et avoir la possibilité d'acheter les produits qu'il aurait achetés ailleurs mais sur lesquels il ne connaissait pas l'expérience Carrefour, de pouvoir lui faire présenter nos différentes offres que nous avons dans nos magasins. Alors, c'est ça le but aujourd'hui que nous poursuivons, c'est augmenter les flux dans nos magasins. Est-ce que ce projet est limité dans le temps? Alors pour le moment, nous avons signé sur 6 mois et ensuite on reconduira encore pour 6 mois par la suite si l'opération est concluante, parce que c'est une première. Ça a fait l'objet de beaucoup d'actions, de vérifier comment le consommateur le prend, et nous souhaitons absolument, parce que nous sommes sur des prix at cost ou même en perte sur beaucoup de catégories. Donc nous espérons que nous allons réussir par la pression
auprès des fournisseurs et de savoir est-ce que les fournisseurs vont jouer le jeu pour diminuer le prix. Si nous arrivons à stabiliser le marché et à faire baisser les prix sur l'ensemble, aussi bien sur l'ensemble de la chaîne de valeur, parce que nous sommes, le consommateur, c'est l'acheteur final, mais nous sommes, nous, le dernier maillon de la chaîne. Avant cela, vous avez un importateur, des producteurs, des distributeurs, et ça arrive chez nous pour le faire. Donc le but, c'est que toute la chaîne puisse diminuer les coûts au bénéfice du consommateur. Et d'ailleurs, nous pouvons le constater, je pense qu'on y arrivera. Le shekel s'apprécie d'une façon conséquente par rapport aux monnaies étrangères, mais nous n'avons pas encore vu l'impact dans les prix en Israël. Et normalement, le cours des matières premières, alors vous avez certes une augmentation des coûts d'un certain nombre de produits, mais vu que le shekel s'apprécie, donc le coût d'importation va diminuer. Donc normalement, on doit pouvoir le revoir en dehors des effets qui sont liés aux hydrocarbures. On doit pouvoir voir une baisse significative des prix. Alors on va essayer de faire, ça sera ma dernière question Simon, faire une sorte de zoom out. Carrefour est entré dans le marché israélien, on va dire une période plutôt mouvementée, c'était, si je ne m'abuse, autour du Corona. Entre le Corona, la guerre, le 7 octobre, 2 ans et demi de guerre, comment Carrefour se porte au niveau économique aujourd'hui en Israël ? Écoutez, on a ouvert, le premier magasin a ouvert en mai 2023. Moi, je suis rentré actionnaire en février 2024. Nous sommes aujourd'hui, on a réussi à convertir tous les magasins puisqu'on a racheté deux chaînes de magasins qui étaient Yenot Bitan et Mega, qui ont été transformés. Donc l'année dernière, se sont transformés tous les magasins à l'enseigne Carrefour. Donc nous sommes aujourd'hui dans une phase de stabilisation. Le chiffre d'affaires est en croissance. Certes, c'est vrai que sur l'année 2025 et 2024, que l'effet guerre a fait une augmentation de tout ce qui est distribution et consommation dans les hypermarchés, puisque la part de hôtels-restaurants a diminué, les gens voyagent moins, donc les gens se retrouvent à la maison, donc ils cuisinent plus, donc ils achètent plus de produits. Et donc c'est ce qui était normal. Mais notre but aujourd'hui, c'est qu'au Carrefour, les consommateurs, nous avons différents formats, City, Hyper, Market, et nous essayons de répondre, et même une chaîne qui s'appelle Carrefour Méadrine, destinée aux mondes religieux. Donc nous avons trouvé notre place. Le chiffre d'affaires est en croissance, nous faisons plus de 3 milliards 500 millions shekels de chiffre d'affaires. Et nous sommes contents d'avoir apporté cette expérience, et Carrefour va continuer à se développer d'une façon importante sur le marché. Eh bien, Simon Bindo, merci beaucoup de nous avoir éclairé donc sur cette initiative extrêmement, on l'espère en tout cas, bénéfique pour les consommateurs israéliens de Panier d'Israël. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. À bientôt. À bientôt, merci.